Si vous voulez bien, c'est qu'on passe, qu'on passe la parole à Michel, s'il veut bien. Je vais dire 3 mots donc, du sujet, évidemment. Comment sortir du management toxique? Alors, je vais aborder le sujet sous l'angle juridique, voire même sous l'angle judiciaire. Voilà. C'est beaucoup plus simpliste que ce qu'a développé Luc, mais il faut quand même un peu cadrer le problème. Je dirais que comment en sortir, à mon avis, on est en chemin. Plus exact, on est au début du chemin, tout à fait au début du chemin, mais il faut quand même voir les choses de façon positive de temps en temps. On avance sur le sujet. Déjà, en France, est en train de se construire, alors, pas à pas, brique par brique, non pas un droit à la santé au travail, mais un droit au bien-être au travail. C'est beaucoup plus large. Bien-être au travail au sens de définition de l'OMS, qui est beaucoup plus large que le simple sujet de la santé. Et il faut quand même savoir que sur ces sujets-là, en France, c'est un sujet d'étude relativement récent. Le droit, fondamentalement, pendant des années, on ne connaissait que la santé physique au travail, petit 1, et cette santé physique, on ne la traitait pas en termes de prévention, on la traitait en matière de réparation. On indemnisait. On versait des primes de salissure, des primes d'insalubrité, on ne supprimait pas le risque, mais on le payait, on le compensait financièrement. Et donc la question de la santé mentale au travail est un sujet relativement récent. Et chez nous, le sujet est abordé de façon relativement simple en tous les cas, c'est qu'on sait tous, malgré tout, que la cause racine de toutes les atteintes au travail, c'est quand même l'organisation du travail. Clairement, c'est systématiquement à 90% la cause racine de toutes les atteintes santé physique et mentale au travail, c'est l'organisation du travail. Et chez nous, la solution, elle est relativement simple, puisque le premier article de la 4e partie du Code du travail nous dit la chose suivante: l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale des travailleurs. C'est la base. Donc chez nous, qui est responsable par principe de la santé au travail? C'est l'employeur. C'est comme ça d'ailleurs chez nous depuis la fin du 19e siècle. C'est l'employeur qui organise l'entreprise, qui la traite, et donc c'est l'employeur qui est à la base de tout. Et toujours pareil, ce fameux employeur, depuis maintenant 25 ans à peu près, les tribunaux en France ont essayé de dessiner la silhouette, si je puis dire, de cette obligation de prévention. Ça commence où, ça s'arrête où, jusqu'où l'employeur doit aller pour préserver la santé physique et mentale donc, du travailleur. Vous savez que ça s'est passé en 2 temps, très très schématiquement. 2002, donc la Cour de cassation pose l'idée, pose le principe d'ailleurs, d'une obligation de sécurité de résultat. Autrement dit, pour un employeur, à tous les coups tu perds. Dès l'instant où il y a une atteinte à la santé physique puis mentale, mécaniquement, tu dois indemniser ton salarié. À tous les coups tu perds. C'est un peu ce qui s'est passé pendant à peu près 25 ans. Et puis à partir de 2015, à l'occasion d'un arrêt qu'on appelle l'arrêt Air France, l'employeur a dit la chose suivante: l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il peut justifier d'avoir respecté ce qu'on appelle les fameux principes généraux de prévention, autrement dit une bonne évaluation des risques et derrière des bons plans d'action, bien faits, intelligents, complets, effectivement appliqués sur le terrain. Donc l'effectivité de la prévention, ça peut paraître idiot, d'ailleurs la Cour de cassation a eu besoin de le dire, qu'il fallait que la prévention soit effective, mais ça te le dit, la prévention doit être efficace, et dans cette hypothèse-là, l'employeur pourra peut-être s'exonérer de sa responsabilité civile. Le but derrière tout ça, en France, il est simple, c'est qu'il y a une très grosse pression de la jurisprudence sur l'employeur, et si on parle de santé mentale, de façon à l'inciter à éjecter au plus vite les personnalités toxiques. Et ce qui est d'ailleurs en train de se passer lentement mais sûrement, il y a une telle atteinte à la réputation des entreprises qui se distinguent, qui sont mis sur le pilori en raison de comportements toxiques, que de plus en plus souvent dans les entreprises, on vire au plus vite la personnalité toxique, qui peut faire du mal, quand bien même
elle est importante parce qu'en général, les gens toxiques sont importants. Hein. C'est des gens qui réussissent, hein, évidemment, ils marchent sur la tête de tout le monde, donc nécessairement ça marche, mais on commence à observer, enfin je commence à observer sur le terrain que de plus en plus souvent, ces gens, quand bien même ça fend le cœur de l'entreprise de se débarrasser de gens très efficaces, on finit par prendre cette décision de les virer parce que l'image de marque de l'entreprise en prend un vieux coup, ça coûte de plus en plus cher. Donc aujourd'hui, on en est là sur une pression considérable mise sur l'employeur de façon à ce qu'il chasse. Alors, comment l'employeur peut justifier sur cette obligation de prévention qui n'est plus une obligation de résultat? C'est clair. D'abord, petit 1, c'est pas à la victime de démontrer que l'employeur n'a pas respecté les règles de sécurité, c'est à l'employeur de démontrer qu'il les a respectées. Autrement dit, sur le terrain juridique actuellement, la charge de la preuve pèse sur les épaules de l'employeur. Bon. Et on justifie comment? Alors déjà, avec un bon document unique d'évaluation des risques, et je dis souvent que les documents uniques, pour plaisanter, souffrent de deux pathologies, l'obésité ou l'anorexie. Les documents uniques qui sont pourtant une démarche extrêmement d'excellente qualité et qui doit être valorisé, mais malheureusement l'usage l'a un peu perverti. On fabrique des documents inutilisables, imbuvables, illisibles, à une époque où plus personne ne lit rien, donc lire un document unique faisait déjà un effort considérable. Voilà. En ayant un document unique, en ayant par exemple des bons plans de prévention, en ayant des bons règlements intérieurs et précisément en cas d'alerte d'atteinte à la santé mentale, en mettant en œuvre des enquêtes internes de bonne qualité, faites avec honnêteté, qui soit le plus neutre possible, et derrière, la solution est simple, la jurisprudence plus récente, personnel toxique validé par une enquête interne de l'instant où il y a un doute, la solution c'est simple, c'est la porte. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. La jurisprudence, en tous les cas, est extrêmement claire. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont été sanctionnées pour s'être contentées de donner des avertissements et puis prévoir du coaching pour le manager dangereux, toxique. Non, s'il est toxique, on le vire. C'est clair et net, on en est là aujourd'hui. Si on est déjà dans le tube judiciaire, si je peux me permettre. Quand on est dans le tube judiciaire, évidemment. C'est pour ça que j'ai bien pris après que j'en dire, je ne m'exprime que dans le tuyau. Juste question là-dessus. À ton avis, quelle proportion, alors si jamais on peut dire ça, quelle proportion est susceptible de passer dans le tube judiciaire par rapport à avant, comme les deux notions avec plus grand et avant étant totalement floues? Il y en a encore très peu, mais il y en a. Il y en a, et oui, il y a des phénomènes, par exemple les atteintes à la santé mentale. Longtemps ont été pris en charge des accidents du travail. Ouais. Bon, il fallait qu'il y ait, c'est encore le cas, un événement, un choc émotionnel au travail, derrière la victime sort en pleurant, va voir son médecin traitant, elle est arrêtée. Si la victime arrive à démontrer un événement suffisamment précis au temps et au lieu du travail, ce sera pris en accident du travail. Mais ce qui se développe actuellement, ce sont les déclarations de maladies professionnelles. Parce qu'il n'y a pas automatiquement un événement suffisamment précis. Parfois, c'est du supplice chinois qui va conduire quelqu'un à être en mauvais état de santé. Et on observe que le nombre d'accidents, de maladies professionnelles, d'atteintes à la santé mentale provoquées, reconnues au titre des maladies professionnelles, ne cesse d'augmenter. Il y a de l'ordre de 10 à 15% par an. Et ça augmente pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de tableau de maladies professionnelles pour les atteintes à la santé mentale, on va passer par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'appelle le C2RMP. Et ce C2RMP, déjà pour ouvrir la porte du C2RMP, il faut au moins avoir 25% de la capacité, donc il faut être déjà bien atteint. Mais les médecins conseils des caisses admettent beaucoup plus facilement qu'avant que les 25% ont été atteints. Et derrière, les C2RMP reconnaissent de plus en plus souvent les atteintes à la santé mentale comme des maladies professionnelles. Donc il y a encore peu de gens évidemment qui sont dans le tuyau, mais il y en a quand même de plus en plus. Il y en a de plus en plus. C'est pour ça que je dis qu'on est sur le chemin, on est au début du chemin. Mais vous voyez, moi je me rappelle il y a 30 ans, quelqu'un qui se plaignait d'un harcèlement, ça ne marchait pas.
Moi, je me suis entendu dire par les tribunaux, enfin, maître, comment pouvez-vous le prouver? Certes, vous me donnez un certificat de son psychiatre, mais son psychiatre s'est content d'être le greffier de votre cliente qui a raconté ses malheurs. Il n'y a pas de radio ou de scanner pour identifier une fracture d'un choc émotionnel, donc vous ne prouverez jamais, donc ça ne marchait pas. Enfin, je me rappelle de l'avoir plaidé quelques fois, on se faisait jeter immédiatement par le tribunal. Aujourd'hui, il est devenu crédible. Vous savez, quand même le problème tous les phénomènes qui gravitent autour de l'entreprise, dans la société, finissent un jour ou l'autre pour percuter l'entreprise. Si je prends un seul exemple actuel, regardez la question des stupéfiants. Maintenant, c'est devenu très important, la question des tests salivaires, par exemple. C'est un sujet qui n'existait pas il y a encore 3 ou 4 ans. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises se président. Et donc, tous les phénomènes de société, un jour ou l'autre, percutent l'entreprise. Et comme le droit est une science humaine, un jour ou l'autre, ça rentre dans le champ du droit. Et la crédibilité, le phénomène d'atteinte à la santé est quand même très important. Que tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde peut penser qu'on peut souffrir au travail, et donc il est crédible que un management délétère puisse provoquer des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Et donc c'est vrai que ça occupe de plus en plus, nous au cabinet, ça fait 30 ans qu'on fait de la santé au travail, il y a encore 15 ans, on ne parlait que d'accidents du travail. Il n'y a pas de la partie santé mentale, j'imagine, dans votre activité. Déjà, la partie maladie professionnelle n'existait quasiment pas. Et la santé mentale, encore moins. Maintenant, c'est un vrai sujet qu'on traite au quotidien. D'ailleurs, à tel point que certains regrettent un peu cette situation. On a l'impression que la santé physique n'est plus un problème. Alors que malheureusement, il y a encore énormément d'accidents du travail, énormément d'accidents du travail très graves, et que la santé mentale est à la mode. C'est le sujet. C'est tendance. Très souvent, il y a même des articles il y a une critique sur la question des déclarations d'accidents. Un article récemment que j'avais aimé, le titre était bien, c'est le malaise du malaise. Le malaise du malaise, où des gens qui vont pas bien, à l'instant où on leur refuse quelque chose, ils sont pas bien dans leur peau. Il y a des gens qui râlent parce que ça peut être reconnu en accident du travail. Il y a une suspicion d'instrumentalisation, qui est un avis totalement stupide. Ça peut arriver évidemment, mais c'est tellement insignifiant qu'on ne devrait même pas en parler. Mais il y a même un soupçon d'instrument, il y a une tendance doctrinale, d'ailleurs il y a des critiques dans la presse juridico, tout ce que vous voulez, qui critiquent effectivement que trop de gens sont pris en charge à tort, en AT ou en maladie professionnelle, sur la question des risques psychosociaux. Mais on est en chemin, notre droit est de plus en plus intransigeant, les juges qui pendant des années ne sont pas occupés du sujet, parce qu'on ne leur a pas présenté de dossier d'ailleurs, s'en occupent et ils tapent de plus en plus fort. Et notamment les atteintes à la santé, en termes d'indemnisation par exemple, les dommages et intérêts ne cessent d'augmenter, ça coûte de plus en plus cher, et donc même l'employeur qui se désintéresserait de la santé physique et mentale a quand même intérêt, ne serait-ce qu'économiquement, à s'y intéresser. Et puis en plus, sans compter la question d'image d'un matin qui serait ravageuse. Et vous voyez, juste pour terminer, toujours distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale. La responsabilité civile, l'objectif c'est l'indemnisation, et ça concerne surtout l'employeur. Alors que la responsabilité pénale, ça peut concerner par contre les individus qui, effectivement, se livrent à des actes, à des agissements interdits et qui peuvent être condamnés. Il y en avait très peu auparavant. Et puis même, vous voyez, tout est lié. Notre système judiciaire est tellement encombré que pendant des années, vous aviez un client ou une cliente qui venait vous dire « je suis victime de harcèlement moral ». Qu'est-ce qu'on lui conseillait si on voulait être un peu réaliste? On va aller devant le conseil des prud'hommes, on va aller au civil, parce qu'au civil on a la main. Si on dépose plainte au pénal, le pénal c'est le triangle des Bermudes, vous aurez peut-être une décision de classement sans suite dans 5 ans, et vous allez souffrir doublement, d'abord du harcèlement, puis de l'encombrement du judiciaire, et même du désintérêt du judiciaire pour ces sujets. Et donc pendant des années, c'est vrai que la plupart des avocats réalistes avaient tendance à orienter tout le monde vers le civil en disant, devant le conseil des prud'hommes, même si la procédure est très longue, ce sera moins long qu'une plainte au pénal, et ça risque de donner des résultats, puisqu'on a la main sur une procédure civile, alors qu'on n'a pas la main sur le pénal, puisque c'est le parquet qui a la main. Donc il y a toute une série de phénomènes qui incitaient les gens à aller plutôt au civil, et donc donc moins de visibilité.
Parce que pour le citoyen normal, le seul droit qui compte, c'est le droit pénal. Le droit civil, tout le monde s'en fout. Et les procédures individuelles comme le CPH n'intéressent en général personne, sauf quelques cas particuliers. Donc tout ça a participé, mais bon, on est en train de sortir du sujet. C'est ce qu'on voit, et merci Michel de dire ça, c'est-à-dire que ce qu'on a vu avec Luc, qui est d'ailleurs symptomatique, c'est que la montée des études de ce côté-là et des études internationales, je veux dire, c'est pas pour rien que l'OIT a sorti son rapport avec des chiffres juste effrayants et qui sont globalement certifiés. Donc des études de ce côté-là, de plus en plus de diagnostics. On voit effectivement qu'il y a un intérêt du droit qui s'est retourné, je pense que la Thierry dire ça, qui s'est retourné, que je pense, à un moment, globalement ça finit par passer. Et